Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur ABC Talk, la première chaîne du bien-être et du développement personnel. Je suis ravie aujourd'hui d'accueillir deux femmes puissantes, alignées, connectées. Je pense que d'ailleurs si elles sont aussi lumineuses, c'est parce qu'elles ont toutes les deux une exigence du travail sur soi et qu'elles ont su, je crois, accueillir, transformer, alchimiser leur zone d'ombre. Elles ont toutes les deux mis au cœur de leur chemin l'expression. Aujourd'hui, il est évident que danser sa vie sera empreint de magie, de féerie. J'ai le grand plaisir et l'immense joie et la grande émotion d'ailleurs d'accueillir Anne Guéquière et Nash. C'est parti pour danser sa vie. Alors je déroge un petit peu à mon habitude aujourd'hui parce que normalement les invités que je reçois ne se connaissent pas, mais il me semble que toutes les deux vos chemins se sont déjà croisés. Je suis ravie de vous accueillir toutes les deux. Nash, comment vas-tu? Écoute, à merveille. Est-ce que tu es bien installée sur le canapé d'ABC Talk, Je suis très bien, ouais. comme à la maison? Ouais, je suis ravie d'être là, merci. Merci à toi. Je reçois à tes côtés Anne Guéquière aujourd'hui. Bonjour Anne. Bonjour Gaëlle, merci. Ravie de t'accueillir. C'est rare en fait que tu donnes des interviews. Je me sens très privilégiée, donc merci pour ce cadeau. Avec joie. Et toi, tu as déjà croisé le chemin de Nash, que tu as déjà reçu dans le podcast Métamorphose. Oui, bien et puis ça on va au même endroit en vacances sur une île perdue de l'Atlantique, voilà, depuis qu'on est enfant, je crois, toutes les deux, hein, c'est ça. Ouais. Donc on se croise parfois là-bas. On se croise plus énergétiquement que physiquement finalement. Ouais. On se croise beaucoup, mais, mais peu physiquement. Mais non, mais bien sûr, on a cet attachement pour ce lieu extraordinaire qui est relié aussi à nos familles en fait, respectives. Et puis voilà, on s'est vu aussi pour des occasions, voilà, pour Métamorphose et puis pour d'autres occasions aussi. Et c'est vrai qu'à chaque fois, il y a une espèce d'évidence comme ça entre nous. Donc voilà, c'est assez génial d'être ensemble là. Cool. Ouais, on est un peu comme des sistas, hein, on porte le Ouais. même prénom presque Ouais, déjà. C'est ça, Ouais. Et on prépare un projet surprise en commun, dont on viendra peut-être, Ouais. en tout cas, au Vous moins Anna te reviendrez parler. en parler Ouais. alors, Ouais. si on ne peut pas encore dire quelques mots dessus. Ouais. Alors c'est toujours difficile de résumer un peu les invités. Anne, tu es multicasquette, femme 360 degrés, fondatrice du podcast Métamorphose qui rencontre énormément de succès. Saison 5, c'est bien ça que tu commences Oui, en ce on moment? a démarré la saison 5 en janvier, absolument. Autrice, directrice de collection, fondatrice d'un magazine, anciennement Féminin Bio. Oui. Et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Mais aujourd'hui, tu viens nous présenter un projet singulier, un conte pour adultes, La fée qui ouvrait les cœurs, paru aux éditions Erol. Alors, est-ce qu'on peut avoir quelques... Je ne veux pas tout dévoiler parce que c'est difficile à décrire cette odyssée d'une fée, en fait. Un conte, pourquoi un conte déjà, peut-être? Un conte parce que je trouve que cet univers onirique, magique, en fait, des contes, prend vraiment sa racine et sa source dans notre psyché profonde et souvent parle au cœur et au corps, peut-être avant le mental. Il permet peut-être de couper certaines choses. Quand on se plonge dans un livre de développement personnel, et j'adore ces livres-là, ou de psychologie, ça parle quand même d'abord à l'esprit. Alors qu'un conte, déjà, nous ramène aussi à l'enfance et donc nous plonge dans un monde intérieur-extérieur qui est peut-être plus facile d'accès, avec une forme aussi de simplicité. On n'est pas dans des choses intellectuelles, mais ça permet d'avoir un recentrage et c'est un projet que j'ai voulu assez 360 sur... évidemment avec ces dessins merveilleux d'Izumi Idoya et puis aussi que j'ai enregistré, j'ai pas pu m'empêcher d'aller dans le studio de Métamorphose pour faire une version parlée. Traditionnellement, le conte est aussi une tradition orale qui se dit au coin du feu, sur une place, voilà, ou qui se dit à des enfants et qui vient de notre imagination. Ouais. Et d'ailleurs, c'est deux expériences tout à fait différentes. J'ai testé les deux, c'est-à-dire j'ai commencé par lire le livre et ensuite j'ai testé l'écoute. Et je trouve que ça apporte effectivement, peut-être on déploie davantage l'imaginaire parce qu'effectivement tu as des super illustrations. D'ailleurs, peut-être tu peux nous raconter un petit peu cette rencontre avec Izumi parce que c'est assez magique là aussi. Avec cette illustratrice. Alors c'est vrai qu'Izumi, moi j'allais là où on va en vacances toutes les deux, je ne sais pas si tu connais cette petite librairie qui a des cartes postales et moi je collectionnais en fait les dessins de Izumi. À chaque fois que j'arrivais à Noirmoutier, on va dire le nom, je trouvais ces petites cartes postales, voilà, et chaque année c'était comme une petite collection. Et quand j'ai réfléchi à mon premier projet d'oracle, l'oracle de la métamorphose,
Je cherchais une artiste, évidemment j'ai pensé à Izumi et je suis allée sur son site internet, j'ai vu qu'elle habitait Nantes, pas très loin de chez moi, pas très loin de Noirmoutier. Et j'ai vu aussi qu'elle avait fait une robe extraordinaire pour l'artiste Beyoncé. Et là, je me suis un peu décomposée en disant, bon, de Beyoncé à mon oracle, il n'y a pas qu'un pas, il y a vraiment beaucoup de marches et certainement elle fait de très grands projets. Mais je vais lui écrire quand même. Donc je lui écris un petit email en lui expliquant ma démarche et là elle me dit, j'adore, je suis partante avec vous, sans condition, on fonce ensemble. Et ça a démarré comme ça. On est devenus amis, évidemment. Ouais. Et comment ça a commencé ton envie d'écrire parce que c'est pas dans le registre de ce que tu proposes habituellement. Comment c'est venu le conte et en quoi c'est différent peut-être d'écrire de la fiction pour adultes en plus, là, pour un conte pour adultes? Alors c'est vrai que quand j'étais enfant, mon papa me racontait des histoires qui venaient de son imagination. Maman me lisait aussi beaucoup d'histoires. Moi j'ai été une grande lectrice, j'ai adoré beaucoup de contes étant jeune. Et quand j'ai été moi-même maman à mon tour, j'ai beaucoup lu de contes à mes enfants, y compris des contes qu'on connaît très bien, de Charles de Perrault, Andersen, etc., Saint-Exupéry, Le Petit Prince, mais aussi des contes qui me venaient comme ça, spontanément, tout comme une création musicale ou autre. Il y a des choses qu'on download, en tout cas qu'on télécharge, et qui viennent, c'est le propre de la création, du mouvement créatif. Et ce conte, c'est comme si en fait j'avais été saisie par cette fée qui m'a demandé de surgir au monde et avec cette histoire. Donc il y a quelque chose qui évidemment qui vient de mes connaissances, mais il y a quelque chose qui vient d'au-delà forcément dans ce processus créatif. Et en même temps, tu donnes des clés aussi de compréhension, Oui. Ce qui manque peut-être parfois dans les contes, tu citais les contes pour enfants, Oui. Andersen, Grimm, Perrault, parfois c'est très dur, c'est quand même très cruel par moments. Tu cites d'ailleurs Peau d'âne dans des interviews, un conte que tu as pu découvrir et apprécier. Ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment que tu nous donnes aussi des clés pour... c'est pas cette fée qui vient seulement nous transformer, elle nous donne les clés de l'autonomie pour nous-mêmes cheminer. Oui, c'est vraiment un cheminement, je le disais, dans la psyché et qui prend source évidemment dans toutes les émissions que j'ai pu faire de métamorphose, dans tout ce que j'ai lu, toutes les conférences et puis aussi toutes mes expériences personnelles et qui donne quand même certaines clés, notamment en transgénérationnel, qui est une voie que j'aime énormément, qui donne des clés sur plein de sujets. Évidemment, on va retrouver l'amour, la spiritualité, la psychologie, qui permet aussi de faire ces allers-retours. C'est vrai qu'on n'est pas complètement dans le registre de sans décodage, qui est le cas par exemple peut-être du Petit Prince, qui est aussi un conte à mi-chemin entre le conte pour adultes et pour enfants, et qui va donner des clés d'accès aussi pour les adultes, mais sans que ce soit trop téléguidé. L'idée, c'est de rester assez simple et de rester, je l'espère en tout cas, dans un registre plutôt aussi de la poésie, de ne pas rentrer dans du développement personnel, trop dit comme dans certains romans feel-good, où parfois je trouve que c'est trop présent peut-être. Oui, il y a des moments très synesthésiques, moi j'ai trouvé, où vraiment il y a tous les sens qui sont sollicités dans la lecture et que j'ai retrouvé encore plus quand je t'ai écouté, quand j'ai écouté ta voix. Et je crois que c'est peut-être mieux d'ailleurs dans ce sens-là, d'abord de le lire avec les images et peut-être après de l'écouter. En tout cas, moi j'ai eu envie de faire comme ça. J'ai eu d'autres retours en ce sens. En tout cas, de faire les deux, ça c'est important. C'est vrai, tu mentionnes l'enfance. L'enfance, elle marque énormément nos parcours. Alors, Nash et Did, ton enfance aussi, toi, c'est la musique. Une famille, on ne va pas reciter ça. Et puis, j'ai plus envie de parler de Nash aujourd'hui. Comment ça vient, cette passion pour la musique, pour la voix? Tu es touchée, je crois, par Maria Callas étant enfant. Oui, complètement. Moi, je suis née... On pourrait dire que je suis née dans un studio de musique. Je suis née à côté d'une scène, à côté de musiciens. J'ai eu de la musique tout le temps, en fait. Voilà, c'est notre premier langage. Avant même de marcher, de parler, notre langage, c'était la musique. On commençait déjà à taper sur des trucs, il y avait des guitares partout, donc on faisait gling-gling. C'était notre premier langage, en fait, et on se rendait compte que tout le monde s'exprimait comme ça. Donc on se disait, mais en fait, c'est génial. Il y a la parole, il y a la gestuelle, mais il y a aussi cette musique qui va nous permettre de s'exprimer dans ce monde, quoi. Et donc voilà, et donc j'ai tout de suite été là-dedans, donc c'est-à-dire que je me suis jamais posé la question de est-ce que tu aimes ou pas la musique, est-ce que ça te résonne ou pas, c'est-à-dire que c'était en moi. Je suis née là-dedans et c'était en moi, et évidemment, alors peut-être que je suis pas née là-dedans par hasard, mais en tout cas ça vibrait très très fort. Et donc j'avais une espèce de langage invisible, ou pas forcément, ou un peu, comment dire, unique. Enfin, je partageais pas ça avec tous mes camarades. Dès que j'entendais de la musique, il y avait ça m'ouvrait des portes de perception, ça ouvrait des parties de moi, quoi. Enfin, ça me faisait aussi me rencontrer quelque part. Quand j'ai entendu Maria Callas pour la première fois, j'ai vraiment une espèce de décharge électrique comme ça. Je me suis dit, mais en fait, je comprends rien ce qu'elle dit. Elle chante en italien, j'ai 8 ans.
mais en fait, j'entends de l'émotion. Et j'entends une voix, quoi, pour moi. J'entends quelque chose pour moi. Et donc, j'ai commencé à imiter Maria Callas de manière vraiment désastreuse dans ma salle de bain. Et je me suis, voilà, je me suis dit, ok, ça, c'est ta voix, quoi. Faut que c'est là qu'il faut aller, quoi. Je l'ai su très vite, quoi. Ouais, ça a été vraiment une vocation aussi, parce que c'est pas parce qu'on est dans une famille de musiciens que forcément on aime la musique et qu'on devient musicien. Non. Ça pourrait être aussi une réaction complètement. inverse. Complètement, non, voilà, c'était évident en fait. Et c'est tellement évident que je l'ai presque oublié. À un moment donné, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire comme métier? Et en fait, donc j'ai commencé à me dire, tiens, je vais peut-être être psy, j'aimerais bien et tout. Et en fait, je me suis dit, mais c'était comme si je cherchais midi à 14h, j'étais à côté de la musique était là, genre, wow, 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 wow. Et presque, je me voyais même pas tellement c'était moi, enfin, tellement c'était évident en fait. C'est ça qui est fou. Après, il a fallu trouver sa place là-dedans, dans cette famille extraordinaire. Il a fallu se dire, ok, bon, bah, qu'est-ce que tu as à dire, ma cocotte? Est-ce que tu as vraiment quelque chose à dire, à faire? Et j'en ai presque douté un peu à un moment donné. Et les gens m'en ont fait aussi un peu douter, jusqu'au moment où, en fait, bah voilà, on y va, quoi. Quand tu dis les gens m'en ont fait un peu douter, ça veut dire quoi? Bah, c'est un peu compliqué quand on commence la musique dans un milieu, dans les médias, les pros et tout ça, c'est tout de suite la sœur d'eux, la fille d'eux. Ouais. Donc déjà, j'avais même plus de prénom. Mon prénom, c'était la sœur d'eux et la fille d'eux. J'ai envie de dire, mais moi, je suis Anna, je suis quelqu'un. Bon, bah voilà, j'ai aussi mon histoire, j'ai aussi ce que j'ai besoin de dire, envie de dire, quoi, envie de partager. Et donc, il a fallu s'accrocher à ça. Et ça a été pas évident, ouais, parce qu'il y a eu évidemment des comparaisons. Et puis parfois aussi ouais, non, mais de toute façon, c'est parce que c'est la sœur d'eux qu'elle fait ça. Il y a même des gens qui pensaient que c'était mon frère qui m'écrivait mes chansons, quoi. Donc, il a fallu encore plus aller au fond de soi, encore plus aller chercher sa vérité, quoi. Donc ça a été un vrai cheminement, quoi. Moi, c'est ce qui m'a touchée dans vos deux parcours. Je trouve qu'il y a plein de points communs, mais celui-ci me touche beaucoup. Je vous sens, je vous perçois comme des femmes qui ont vraiment travaillé leurs ombres très fort, qui ont un travail sur elles qui leur permettent en fait justement de s'exposer, parce que toi, c'est pareil, Métamorphose, c'est une histoire de dingue. Oui, Métamorphose, je dis toujours que c'est un projet qui court devant moi. C'est-à-dire que le jour où j'ai reçu comme ça l'information, je me souviens, c'est vrai que je partageais ces conversations intimes depuis une quinzaine d'années au sein de Féminin Bio avec un certain nombre de personnes, d'explorateurs de la conscience, des gens qui cherchent vraiment une forme de vérité, de quête de sens. Et ces conversations intimes, je trouvais qu'en retranscription, en fait, dans le papier, on perdait parfois ce qui s'était joué vraiment là, dans l'instant où on est ensemble. Et quand j'ai lu dans un magazine que les podcasts revenaient en force, alors les podcasts, ce n'était pas une idée qui était vraiment nouvelle, parce que ça existait depuis le début des années 2000 aux États-Unis, mais voilà, ce n'était pas quelque chose de très développé. Quand je lis ça dans ce magazine, paf, là c'est tombé. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'était comme toi, le truc qui clignotait, une sorte d'évidence absolue de partager vraiment ces temps intimes avec le monde. Et en 15 jours, 3 semaines, les audiences ont décollé, mais tout de suite. Et j'ai senti qu'il y avait un phénomène d'emballement. Alors que Féminin Bio, c'était vraiment un projet qui a eu tout son sens, qui a œuvré, on était des pionniers dans le domaine aussi de la conscience, d'un mode de vie alternatif, mais certainement aussi peut-être trop tôt. Et donc, c'est resté un média de niche pendant très longtemps, avec des hauts et des bas, alors que Métamorphose est tout de suite devenu très grand public. Ouais. Et la voix, c'était déjà quelque chose, parce que c'est aussi ta voix, Métamorphose. Est-ce que c'était un outil que tu utilisais déjà, ou c'était vraiment... Alors, j'avais fait du théâtre enfant, adolescente, j'adorais ça. Je n'étais pas spécialement très douée, enfin pas parmi les plus douées, en tout cas à mon sens, à cette époque. Je n'avais pas conscience de ma voix, et en même temps, j'avais pas non plus peur de ma voix. C'est vrai qu'à l'époque où il y avait des répondeurs avec des téléphones fixes, on enregistrait des messages. Certaines personnes disaient « Ah, c'est atroce d'entendre sa voix ». Moi, ça me choquait pas spécialement. Et à l'époque de Féminin Bio, j'avais déjà monté un peu des plateaux radio. À certaines époques, j'étais souvent interviewée à la radio. Et c'est vrai que c'est un média que j'aime bien parce qu'on est un peu plus planqué derrière un micro qu'à la télévision. J'ai eu des expériences de télévision sur Direct 8 ou Choya TV. C'est vrai que j'avais une forme de timidité qui était plus difficile pour moi de passer à l'antenne, alors que la voix de la radio me va bien, en fait. Ouais. Est-ce que tu pensais que ça donnerait tout ce succès? Est-ce que quand tu as commencé, si on t'aurait dit c'est 5 saisons, c'est des centaines d'interviews, un succès comme ça?
Écoute, je pense pas tellement à ça, en fait, dans la vie. Je pense surtout à créer parce que j'aime ça. Et ensuite, les fruits que ça porte au monde, on n'en sait rien. Ça vient pas. Tu vois, par exemple, pour Féminin Bio, ça a eu du succès dans le sens où ça a fait son œuvre, ça a poussé beaucoup de sujets, y compris des grands médias féminins, parce que c'est venu les titiller à certains endroits. Mais je ne réfléchis pas forcément en ce sens. Ouais. Je réfléchis surtout à faire quelque chose qui me plaît, donner la parole à des porteurs de sens sur certaines thématiques. C'est ça qui m'anime, plutôt que d'imaginer voilà, ce que ça peut donner. Et l'exigence du travail sur toi, est-ce que c'est juste de dire ça? Est-ce que tu as une forme d'exigence avec traverser tes ombres, te remettre en question? Est-ce que c'est une forme d'exigence? En t'écoutant tout à l'heure, je me posais la question. Je ne sais pas si... Alors, je pense, quelqu'un d'exigeant, effectivement, avec moi-même. Est-ce que le travail sur l'ombre est une forme d'exigence en tant que telle? Je ne suis pas certaine que je le formulerais de cette manière. Il y a une forme d'abandon aussi chez moi peut-être à une forme de grâce que je perçois dans le monde et qui est quelque chose qui me guide de s'abandonner plutôt à ça, de lâcher ma volonté propre. Ouais. Donc alors que le mot exigence me ramène peut-être à une forme de volonté mentale de faire quelque chose par rapport à mes ombres, etc. Et d'avoir un résultat d'ailleurs. Et on revient sur cette idée de résultat. Il y a plutôt quelque chose que j'essaye, bon gré mal gré, dans mon humanité, d'alchimiser. À l'intérieur, de réconcilier avec cette conscience de toutes mes voix intérieures. Je suis assez inspirée par une pratique qui s'appelle le Voice Dialogue, qui a été fondée par Alessia Rastone des Américains. Je ne me suis pas formée à cette pratique, mais qui me parle beaucoup, qui reviennent aussi aux personas de Jung, tous ces archétypes, toutes ces voix qui dialoguent à l'intérieur de nous, qui peuvent être, je peux être la généreuse et la radine, je peux être ceci et cela. C'est les parts, c'est ça, c'est un petit peu comme les parts qui sont à l'intérieur de nous. Nos parts, toutes nos parts intérieures, voilà, qui dialoguent. Donc comment les mettre finalement en bonne harmonie, en bonne symphonie, voilà. Ce que fait très bien la musique, par exemple. D'ailleurs, l'abandon, est-ce que c'est dans le processus de création, c'est aussi quelque chose, je te voyais acquiescer justement, Nash, à ce que disait Anne, est-ce que c'est présent dans le processus d'écriture, par exemple? Complètement, quand on écrit, pour moi, c'est comme si on canalisait, quoi, quelque chose où il n'y a plus... il y a un détachement de soi quelque part, c'est-à-dire qu'on s'en va on part de la matière, pour moi, je ne suis plus dans la matière, c'est-à-dire que je suis plus Anna, chédide, 36 ans, enfin, je suis connectée à autre chose et je suis détachée de mon corps et de mon histoire et tout ça. Il n'y a plus ça, quoi. C'est-à-dire que je suis connectée à autre chose et je sens qu'il faut que j'aille convoquer quelque chose qui est ailleurs, qui est je ne sais où. C'est plus grand, plus petit, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est ailleurs et je suis dans un autre espace-temps. Je suis dans une autre réalité, en fait. C'est une forme de transe? Ouais, complètement. Complètement. Et en fait, je pense que c'est pour ça qu'on se sent bien les artistes quand on est là. Parce que j'ai l'impression que tous les êtres humains, quand ils sont un peu loin d'eux-mêmes, quelque part loin de leur personnage social et de leur... voilà, ça les libère quelque part. Parce que je pense qu'on est fait aussi pour ça, pour être dans cette lumière, dans cette humanité, dans cet amour, dans cette source-là, pour être connecté à ça. Je pense qu'on est heureux là-dedans et que quand on se détache quelque part aussi de nos corps et de nos histoires, et ben on peut accéder à cette magie, à cette puissance et on peut se relier profondément aux autres, à l'âme des autres aussi. Et je pense que c'est ça un artiste, c'est la quête de l'artiste quelque part. Trouver l'harmonie. Détaché du corps, en même temps, tu parles beaucoup de comment tu y es revenu en fait à ton corps. Complètement. Tu dis même dans une des interviews, je ne sais plus, je crois que c'est dans un podcast où on te pose la question de est-ce que tu t'aimes et tu dis oui. Maintenant, je peux le dire. Ouais. Mais je m'aime parce que justement, je suis beaucoup plus détachée de ça, quelque part. Et je suis détachée aussi de toute cette histoire. Moi, j'accueille totalement ma vie, mon histoire, ce par quoi je suis passée, les traumatismes, les choses merveilleuses et tout ça. Toute cette histoire, je l'accueille, je l'aime, je l'honore. Mais quelque part, je m'en détache aujourd'hui parce que je sais que j'ai envie de... on peut vivre dans un autre endroit. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé toujours d'être ramené quelque part, d'être un peu plombé aussi par notre histoire, par notre corps, par notre matière, par les aléas de cette existence, de cette société qui est à la fois exceptionnelle et parfois complètement dramatique et folle, quoi. Et j'ai envie quelque part
d'essayer de vivre et de vibrer à un autre endroit pour pouvoir échanger des choses voilà, que j'estime pour moi en tout cas importantes et belles et nobles, et j'ai envie d'être là-dedans un peu plus, quoi. En tout cas, tu nous as fait parvenir généreusement une vidéo. On te voit chanter au Maroc. Enfin, tu pourras nous donner quelques éléments qui illustrent bien ça. Je vous propose qu'on la regarde ensemble et qu'on écoute. C'est Ce qu'ils deviennent, qui est donc tiré de ton album Piano-Voix. Ouais, exactement. Bravo, bravo. Ouais. On sent très bien cette ouverture, cette connexion. En plus, tu es en pleine nature. C'était au Maroc, c'est ça? C'était au Maroc il y a 2 ans. Je suis partie pendant 6 mois toute seule avec un clavier, un micro, un ordi. Et je suis allée écrire mon album dans des montagnes. Donc je suis allée dans la Drôme, dans les Cévennes, et je suis allée au Maroc aussi, la campagne Souari. Et j'ai fini par un concert à Marrakech, comme ça, retransmis sur les réseaux. Ouais, c'est vraiment emblématique de cette période de ma vie où j'étais très seule dans la nature, où j'étais vraiment dans une connexion. Là, c'est la première fois que je sortais de mon trou, quoi. Et voilà, et j'étais en pleine création et j'étais en pleine mutation dans ma vie, en métamorphose totale aussi. Mon album qui arrive s'appelle Peau Neuve et parle justement de mutation. Donc voilà, quoi, j'étais dans cette expérimentation, j'étais sur Terre, en même temps pas trop sur Terre. J'étais vraiment dans une période un peu comme ça. J'étais un peu dans les étoiles et en même temps, voilà, je vivais une période très bizarre de ma vie, donc ça a donné ça, quoi. Ces allers-retours entre nature et agitation, c'est quelque chose aussi que vous partagez toutes les deux. Anne, tu dis, moi j'aime bien revenir dans ma caverne et puis en même temps m'exposer à l'agitation, peut-être parisienne, quand tu fais les tournages de Métamorphose. C'est une vraie écologie, ça, un vrai besoin? Oui, moi je crois que plus ça va, plus j'ai besoin de la nature. Je vis en pleine nature et c'est l'inverse. C'est vrai que revenir dans une forme d'excitation, de plaisir, voilà, de tourbillon, ça me plaît. Par contre, j'ai découvert ma nature vraiment hyper sensible, y compris en fait au stress des villes, et je me rends compte que j'ai vraiment un temps d'adaptation qui est de plus en plus long quand je reviens. Et pourtant, on ne peut pas dire que Paris, enfin, sauf s'il y a des grèves, etc., mais sinon soit une ville stressantes comme peuvent être des grandes capitales chinoises, indiennes ou même américaines. C'est une ville où il y a de la beauté, on respire quand même pas si mal que ça, il y a cette eau, etc. Et malgré tout, je ressens voilà, ce stress et ce besoin de revenir dans une espèce de grotte quand je reviens de Paris ou de grandes villes, comme ça, presque de me cacher, ouais, d'une certaine manière.
Mais je crois que cet appel de la nature, déjà j'ai été élevée en pleine nature. Et donc c'est un terreau qui était très puissant pour moi d'avoir cette nature forte autour. Et puis je crois qu'en vieillissant aussi, cette nature nous rappelle en fait à elle-même. C'est comme si nos racines, à nouveau, nous relançaient d'une certaine manière. Moi je sens vraiment cet appel de la terre. Je ne peux pas ne pas passer une journée sans aller dehors, soit faire du sport en extérieur, soit aller marcher, me connecter d'une manière ou d'une autre aux éléments, c'est sûr. Ouais. D'ailleurs, vous êtes toutes les deux très engagées au niveau de l'écologie. Toi aussi, Nash, tu milites beaucoup pour ces questions écologiques. En tout cas, ça me sensibilise énormément. On est des animaux, hein, donc voilà, je pense qu'on est des animaux avec des petits costumes, mais on est quand même des animaux, donc on perçoit, on a une intelligence du sensible qui est très très développée, je pense. Enfin, et je pense que quand on ouvre un peu la porte à ça, après, je suis pareil, hein, moi j'habite à la campagne depuis des années maintenant. Je viens à la capitale, évidemment, mais énergétiquement, c'est fou. Et puis, j'ai besoin absolument voilà, d'écouter les oiseaux, de voir des arbres, de toucher la terre, de voir cette beauté, cette magie. Enfin, c'est extraordinaire. On vit sur une planète sublime, quelque part, qui malheureusement est en mauvaise santé. Mais on a une chance de pouvoir percevoir et ressentir de la beauté et de se nourrir de ça, c'est extraordinaire. Et de donner aussi son amour à la nature, parce qu'on dit souvent « Oh, je vais prendre un arbre dans les bras et puis il va me charger et puis je m'en vais ». Mais non, mais nous aussi, on doit être dans la gratitude de ça. En fait, on doit se rendre compte à quel point c'est très, très important de regarder, d'entendre, de ressentir ça et de aussi… voilà, c'est de la cohabitation, quoi, c'est de la coexistence, quoi. On prend pas, on n'épuise pas les ressources de quelqu'un en le piétinant, quoi. On fait pas ça, quoi. Donc voilà, je pense la nature, c'est vivant. Je crois que j'ai vu un truc passer qui m'a halluciné. Je veux pas dire de bêtises, mais j'ai cru voir que les êtres humains, c'était 1% de la vie sur Terre, quoi. Donc, faut réussir à prendre un peu de recul, là, et replacer les choses, quoi, parce que voilà. Nous sommes la nature. Voilà, exactement. Ouais. Nous n'échappons pas à notre propre nature et de cet écosystème. C'est vrai qu'on n'a pas cette conscience-là. Sébastien Boller en parle bien. Dans le bug humain, on a vraiment cette espèce de dichotomie, et moi, j'échappe pas à ça. De scier la branche en fait sur laquelle on est assise, parce que nous sommes la nature. Nous faisons à la limite la terre, si l'humain disparaît et on va vers ça, elle se régénérera, elle vivra une autre mutation. Par contre, l'espèce humaine, que deviendra-t-elle? C'est quand même aujourd'hui un grand questionnement, effectivement. Et pour moi, c'est un lien avec ce qu'on se disait avant, le personnage social, l'ego. C'est un lien avec tout ça. C'est nos sociétés qui nous poussent un petit peu et on est tous là-dedans, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas évident. Mais je pense que plus on se détache aussi de ça et plus on peut justement se connecter à notre nature profonde et à la nature et se dire, ok, bon, là, il y a vraiment un souci en fait. Là, il faut se réveiller un peu, quoi. On ne laisse pas notre maman mourir devant nos yeux et on ne la piétine pas, quoi. Donc, voilà. Quand tu dis l'ego, tu fais allusion aux fixations qu'on peut avoir sur ce qu'on est, sur nous-mêmes, sur nous-mêmes, sur ce qu'on veut réussir à entreprendre, à réussir, la réussite. Ce mot qui est quand même un mot, pour moi, qui est toujours empreint de beaucoup de réflexion, quoi. La réussite, qu'est-ce que c'est vraiment profondément la réussite, quoi? Se poser vraiment cette question-là, en fait. Et qu'est-ce qui nous fait vraiment du bien quand on y pense? Pas quand on y pense. Quand on s'y connecte. Voilà. Quand on connecte, qu'est-ce qui nous fait du bien? On a besoin de quoi, profondément, en fait. On a besoin de quoi, profondément? C'est une bonne question, hein. De quoi on a besoin profondément. Dans les projets aussi, Anne, que tu accompagnes en édition, parce que tu es directrice de collection, directrice d'ouvrage même, c'est pas tout à fait la même appellation. Tu as à cœur aussi de défendre des projets sur l'écologie, l'alimentation saine aussi, ça a été un sujet que tu as beaucoup accompagné. Oui, c'est vrai que je suis venue aussi à tous ces sujets-là à travers Féminin Bio, à travers l'alimentation consciente. Hein. Tout ça, c'est 360, hein, c'est holistique, hein, au sens vraiment plein du terme. C'est de quoi je me nourris à tout niveau. Hein, donc la nourriture matérielle, mais aussi la nourriture céleste, énergétique, etc. Donc l'alimentation était vraiment un sujet qui est toujours très important pour moi, en effet, sur lequel j'ai publié énormément de livres chez Erol, dans diverses collections.
autour de l'alimentation saine, sans tomber dans des choses extrémistes. Moi, j'aime beaucoup la voie du milieu, quelque chose d'harmonieux. Donc, l'idée n'est pas d'asséner des vérités. Et on sait qu'en termes d'alimentation ou de nutrition, ce sont des sujets, on lit parfois un peu tout et son contraire. Il y a des modes, il y a des tendances. Parfois, on dit c'est bien de faire du jeûne intermittent le matin, de ne pas manger. Parfois, on dit prenez des bons petits déjeuners protéinés. Il y a une espèce de cacophonie aussi autour de ces sujets-là. Et donc, donneurs de leçons parfois aussi. Donneurs de leçons. Je crois qu'il faut vraiment écouter aussi ce qui nous appelle et ce qui répond aussi à nos besoins émotionnels. Anna parlait de l'ego à l'instant. Qu'est-ce qui vient? Moi, je me pose toujours cette question. Qu'est-ce qui vient? Qui parle en moi? Qu'est-ce qui vient de mes blessures? Qu'est-ce qui vient de carences émotionnelles? C'est toujours cette idée de chercher dans des désirs finis mon désir infini, qui est vraiment cette nostalgie aussi de l'ailleurs ou du divin que nous avons d'une certaine manière, quelles que soient nos croyances, de cette fusion et de cet être plein. On est incarné dans une forme de dualité. Et donc c'est vrai que tous ces sujets-là, cette quête de sens 360 me parle énormément. Je publie chez Erol des livres depuis une quinzaine d'années. Donc c'est peut-être aujourd'hui 300 livres que j'ai accompagnés aux auteurs, dont tu fais partie, évidemment, Gaëlle, avec un de tes livres. Oui, c'est vrai. Voilà, donc c'est vrai que j'arrête de cogiter. Trop entre parenthèses, trop cogiter. Parce que cogiter, ça peut être bien, mais trop cogiter, c'est un peu plus... voilà. Et je suis très intéressée aussi par les sujets autour de la parentalité bienveillante, ou de la parentalité au sens large. J'ai publié beaucoup de livres, de coffrets autour de la pédagogie Montessori, qui m'a vraiment parlé quand mes enfants étaient plus petites, qui me parlent encore maintenant. Et mes filles ont été scolarisées dans des écoles Montessori, donc c'est vrai que j'avais à cœur aussi de pousser un peu ces sujets-là autour de la naissance sans violence. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors maintenant, c'est des sujets qui sont devenus un peu plus grand public depuis ces dernières années, mais qui n'étaient pas il y a 15 ans. On était encore dans des choses très médicalisées. Voilà. Donc, sujet de spiritualité, de psychologie, parentalité bienveillante, alimentation saine, voilà, tout ça, c'est un peu mes dadas. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes que je reçois, donc beaucoup d'auteurs en fait, et ça m'intéresserait d'avoir ton regard sur l'édition. Ça fait 15 ans, donc tu es directrice de collection, directrice d'ouvrage. Comment tu vois l'évolution actuelle du milieu de l'édition, justement? C'est vrai qu'il y a 15 ans, j'ai le sentiment que les maisons d'édition étaient un peu spécialisées sur des thématiques ou des sujets ou des façons de fabriquer ces beaux objets que sont les livres et les ouvrages. Ce que j'ai vu vraiment évoluer, c'est que maintenant, tout le monde fait un peu la même chose que tout le monde, un peu partout. Okay. C'est un peu des copier-coller, on va dire, en termes de ligne éditoriale. Je trouve que les contours sont un peu plus flous. Alors, c'est pas grave, il n'y a pas de jugement là-dessus, c'est juste que je vois cette évolution. Dans les différentes maisons d'édition. Ensuite, d'ailleurs, Erol est un bon exemple parce qu'au départ, Erol, c'est pas du tout du développement personnel. Au tout début de l'émission. Au tout début, non, il y a 30 ans, 40 ans, Erol était vraiment une maison d'édition qui était spécialisée dans l'architecture, le bâtiment. Venait vraiment de là, des livres très spécialisés, en général plutôt pour des professionnels. Et j'ai eu la joie aussi d'accompagner ce mouvement de déploiement aussi de la maison d'édition dans mon domaine, le domaine qui est le mien, sur des sujets beaucoup plus larges, avec une tellement grande liberté de créativité dans cette maison où on m'a donné presque carte blanche, et c'est vrai que ça j'ai adoré, parce que ça aussi c'était un processus créatif, de pousser des sujets. Et je crois qu'aujourd'hui, peut-être que les maisons d'édition, en tout cas ce que je ressens, sont peut-être moins aussi courageuses sur pousser des sujets, parce qu'il y a des logiques de vente, c'est des milieux qui sont aussi assez bataillés. Et parfois, je me redis et je dis encore aux éditrices avec lesquelles je travaille, ok, on n'aura peut-être pas des milliers d'exemplaires vendus, mais par contre, c'est un sujet qui est important de soutenir. Et c'est un projet qui doit voir le jour, même si on n'en vendra peut-être que 1000, 2000, 3000 exemplaires. Donc de garder quand même cette logique de pourquoi est-ce qu'on fait ce métier d'éditeur. Oui, et puis sans doute la présence des réseaux qui a quand même aussi redistribué les cartes, c'est-à-dire qu'il y a nécessité pour un auteur d'être présent, et j'imagine pour un artiste aussi sur les réseaux sociaux. Mais la barrière à l'entrée aussi du livre s'est abaissée, c'est-à-dire qu'avant, moi je me souviens quand j'étais jeune et que j'imaginais écrire un livre un jour, ça me paraissait réservé vraiment à une élite suprême qui avait fait des grandes études de littérature et pas forcément accessible à chacun. Aujourd'hui, chacun se dit, je peux devenir auteur. Donc on reçoit énormément de manuscrits.
Donc il y a une quinzaine d'années, c'était, ça commençait, c'était chouette, on publiait beaucoup de choses. Et maintenant, tout le monde se dit qu'il peut être auteur. Et à nouveau, la barre est revenue un peu haute en disant il y a une telle proposition qu'il faut aussi redevenir sélectif. Et la sélection, parfois, hélas, se fait aussi un peu par les réseaux sociaux. Pas simplement sur le talent ou vraiment est-ce que je nourris une pensée profonde, mais aussi sur combien tu as de communautés sur les réseaux sociaux. Voilà, donc ça bouge. Ça bouge. Ça évolue. On accompagne ces mouvements, toujours pareil, sans jugement, c'est comme ça, ce sont des marchés qui changent. Ouais. Dans la musique, c'est pareil, est-ce que l'image, le lien à l'image, justement, ça peut déterminer la carrière d'une... Énormément. Ouais. Énormément, ouais. Aujourd'hui, on parle d'un artiste, on dit « Ah, t'as écouté cet artiste-là ?» La personne va aller sur Instagram. Enfin, la plupart des gens maintenant vont sur Instagram directement, donc ils voient l'image, ils écoutent direct, mais ils voient aussi à quoi ça ressemble, le projet, la personne, l'esthétique est très importante. Moi, ça ne me dérange pas dans le sens où je trouve que je vois mon métier aussi comme ça, c'est-à-dire que je fais de la scène, je fais des clips, j'ai envie de raconter des choses dans mes clips, j'ai envie de raconter des choses sur scène. Donc, et je trouve que c'est important qu'il y ait une cohérence, je trouve, par rapport à... Moi, je vois mon projet comme un projet global. Je vois pas juste un album. Je vois vraiment un projet global avec un spectacle, une tournée. Voilà, une tournée, des clips qui peuvent être assez artistiques et qui peuvent être aussi un peu philosophiques, qui peuvent aussi avoir une relation profonde avec le message profond. Et je trouve que ce qui est bien, c'est que ça pousse les artistes à aller vraiment dans le fond, quelque part, de leurs propos. Alors, là où avant, on pouvait faire un clip, mais c'était un peu par-dessus la jambe. Ça n'avait pas forcément un vrai sens avec le morceau, mais c'est pas grave, c'était un clip. Enfin, là, au moins, ça pousse un peu les gens à aller plus dans la profondeur de qu'est-ce que je veux dire, comment je veux qu'on me perçoive, comment je veux qu'on perçoive mon message. Est-ce que la relation ça exige un petit peu plus de travail à ce niveau-là et de réflexion. Je trouve ça bien. Et est-ce que tu sens la même liberté que Anne quand elle parle justement de son travail chez Erol, où elle a la liberté, la créativité de défendre des projets qu'elle a envie de soutenir? Est-ce que toi, tu as cette liberté aussi? Je l'ai aujourd'hui. Ouais. J'ai monté mon label. Je suis indépendante. Les artistes sont très aidés. Aujourd'hui, quand on veut monter son label, on a des aides de plein d'organismes extraordinaires. Donc on peut être indépendant et vraiment s'exprimer, faire exactement ce qu'on veut. Par contre, il faut avoir beaucoup d'énergie. Il faut énormément travailler parce qu'il faut être producteur. Moi, je suis productrice, je suis autrice, compositrice, interprète, productrice. J'écris mes clips, j'écris mes spectacles. Je fais plein de side projects. Enfin, je bosse comme une dingue. Mais j'adore être productrice. J'adorerais produire d'autres gens. J'adorerais un peu. J'adore le petit regard. Mais ce que fait Anne, elle a raison quand elle dit moi j'ai envie. Moi, il y a des moments, je suis tellement frustrée parce que je vois des artistes extraordinaires. Je vois des projets incroyables où je me dis mais faut que le monde puisse entendre ça, faut que le monde puisse connaître ça. Et ça me frustre parce que je peux pas le faire rayonner. Je sais que j'ai l'énergie pour le faire, mais j'ai pas encore la structure qu'il faut. Il faut juste que moi mon label, je viens de le créer pour l'album qui sort, mais avant j'étais dans une grosse maison de disques. Donc je sais que dans quelques années je vais pouvoir le faire et c'est vraiment un truc que je veux faire. Je trouve que la transmission, ma famille et moi ils m'ont appris aussi ça, la transmission. Aujourd'hui, c'est tellement important. Un artiste, c'est aussi quelqu'un qui transmet. Un éditeur, un auteur, c'est quelqu'un qui transmet. Et c'est ça notre métier aussi, quelque part. Donc, je veux pouvoir mettre en lumière des choses, des gens, des voix, des propos, des philosophies. Rayonner voilà. ce que tu proposes pour toi. Pour moi et aussi d'autres gens. Ouais. Voilà. Parfois, j'ai envie de dire, mais non, mais lui, il faut absolument que tout le monde l'entende, là. Voilà. Donc ça, je le ferai, quoi. Je sais que je le ferai. Et c'était un choix de quitter l'industrie musicale justement pour monter ton label? Parce que j'ai reçu d'autres artistes dans Danser sa vie qui ont exactement le même chemin, donc c'est intéressant de voir que c'est aussi une tendance qui se... Oui, c'était un choix parce qu'il y a quelque part, moi j'ai envie d'être... je me suis dit la réussite, encore une fois, c'est quoi la réussite pour moi, vraiment profondément? Est-ce que la réussite c'est d'avoir 40 victoires de la musique et de faire Bercy? Non, la réussite, c'est vraiment de faire exactement ce que je veux faire, ce que mon âme veut exprimer. C'est ça, la réussite. C'est là où je vais me dire, ok, je suis heureuse de ma vie. J'ai fait un truc beau et même si j'ai joué ou si j'ai fait un peu moins de, je sais pas quoi. Enfin, en fait, voilà, je me suis dit, ok, c'est ça, en fait, ce que je veux faire. Donc, je l'ai fait. Voilà. Et donc, ça va s'appeler Peau Neuve. Exactement. Alors, Peau Neuve, c'est quoi? Le renouvellement? C'est une mue? Ouais, c'est un changement de vie radical, un changement de vie personnel et aussi professionnel. Parce qu'en fait, ce qui est assez marrant, c'est que je me suis séparée d'un garçon avec qui j'étais pendant très longtemps.
J'habitais dans une maison et tout ça, c'était assez beau, assez tracé, assez idyllique et assez parfait. J'étais dans ma maison de disques, j'avais mes éditeurs, mon tourneur. Enfin, j'étais vraiment dans un petit cocon assez cool. Et puis, tout s'est arrêté au même moment, ce changement de vie perso et pro. C'est-à-dire qu'au même moment, mon contrat dans ma maison de disques s'arrêtait, tout s'arrêtait. Donc, je me suis retrouvée sans maison, sans mec, sans rien, toute seule, sans maison de disques, sans plus rien. Et je suis partie donc avec mon sac à dos pendant 6 mois. Et je me suis dit, OK, quelle va être ma... J'étais dans un moment de ma vie, vous savez, comme un espèce de carrefour. Il y a un stop, je suis comme ça, je fais, OK, il y a 30 millions de chemins, je ne sais pas où je dois aller, je ne sais pas ce que je dois faire, je ne sais plus qui je suis, qu'est-ce qui va se passer? Et j'ai écrit ce disque. Et ce disque m'a redonné la voix. Voilà. C'est une question d'ailleurs qu'on peut se poser quand on t'écoute, Anna, c'est de dire est-ce qu'on a besoin, ou en tout cas est-ce que cette forme de nuit noire de l'âme, de toucher genou à terre, et c'est vraiment ce qui permet aussi de trouver le sursaut du mouvement de la vie qui recrée à nouveau. C'est ça. Ce chaos, quoi, c'est vraiment ça. Ce chaos, et qui nous reconnecte à l'essentiel, qui nous reconnecte à l'essentiel. C'est le dénuement pour moi aussi, Peau Neuve. C'est se mettre à nu. J'ai plus rien. Je suis plus rien. Je me rends à la terre, quoi, quelque part. Je me rends au destin. Je me rends au rien ou au tout, quoi. J'en sais rien, mais je me rends à quelque chose. Je pose les armes quelque part. Je cherche plus. Je suis là. Qu'est-ce qui va se passer? Et souvent, il se passe des choses incroyables. Qu'est-ce qui s'est passé alors dans ta nuit noire de l'âme à toi, Nash? Des révélations, profondément, me connecter encore plus profondément à ce que je pense, pas ce que je pense justement, à ce que je suis, à ce qui m'appelle profondément en fait, ce qui m'appelle profondément. C'est des sujets que tu as abordés toi aussi, Anne, dans Métamorphose, la nuit noire de l'âme, en recevant Maryse Labonté notamment. Est-ce que c'est des choses que toi tu as traversées, ces chaos comme ça existentiels, parce que ça a l'air de résonner quand tu entends Nash aussi en parler. Je ne crois pas avoir traversé ma nuit noire de l'âme. Mais quand je dis je ne crois pas, j'en suis même sûre. Parce que quand on a traversé, je pense qu'on le sait de manière absolument certaine. J'ai travaillé des petites nuits noires de l'âme, comme tout à chacun. Je ne pense pas être quelqu'un qui ait traversé des grands traumas dans sa vie, en tout cas, ou alors dans l'inconscient. En revanche, tu parlais de se remettre en question souvent. Donc ça, j'ai souvent eu des remises en question très fortes dans ma vie. Toucher véritablement genou à terre avec tout qui s'effondre comme ça, c'est pas une expérience que j'ai eue jusqu'à aujourd'hui, en tout cas dans ma vie. Par contre, j'ai vraiment cette conscience de quand on descend à l'intérieur de soi, au fond de ce noyau noir aussi que nous avons à l'intérieur, il y a vraiment quelque chose qu'on peut trouver de profond et de puissant. Donc quand je sens que je vais pas bien ou qu'il y a des émotions ou des difficultés dans la vie, j'essaie pas d'échapper à cette ombre-là, à ce noyau. Je plonge dedans. Parce que c'est vrai qu'avant, peut-être en mode plus automatique ou en mode survie, dès que je sentais une forme de souffrance qui arrivait, tac, j'essayais d'échapper. Enfin, j'essayais ou quelque chose en moi, parce que ce sont des processus qui sont tout à fait inconscients. Bien sûr. Alors que maintenant, je repère et je me dis, tiens, comment est-ce que je peux accompagner, plonger dans ce mouvement-là, au lieu d'essayer absolument d'être en mode survie et d'en sortir. Il y a quelque chose presque, ça n'a rien à voir avec le masochisme, je ne suis pas du tout dans cette énergie-là, mais il y a quelque chose, à un moment donné, parce que c'est soi, de presque bon, de pouvoir se relier à ça aussi à l'intérieur de soi, de vraiment sentir ça. Et puis quelque part, j'ai l'impression que nos émotions, ce qui est généré en nous comme ça, notre émotion, ça nous donne des clés en fait. C'est quelque part, on a de la chance parfois de ressentir même quelque chose de désagréable parce que ça nous donne une indication sur nous et ça nous fait encore plus nous rencontrer. Donc faut pas, moi j'étais comme toi, quand j'avais une émotion négative, quelque chose qui me traversait, j'avais super peur. Je me disais, faut que j'aille voir un psy, il faut que j'aille faire un truc. Tu la voyais négative en plus. Ouais, il faut que j'aille faire du yoga, il faut que j'aille faire un truc oh là là, il faut que ça va pas, faut que je trouve une solution. Et en fait, d'accueillir ça et de se dire, voilà, qu'est-ce que ça veut me raconter ça libère, quoi, profondément. Est-ce que c'est toucher sa vulnérabilité? Complètement. Sa vulnérabilité, son imperfection, on ne sait pas, quoi. On a envie de faire croire à tout le monde qu'on sait, mais on sait pas trop, en fait. C'est pas grave de pas savoir trop. On essaie de chercher des réponses, on est à tâtons, on fait ce qu'on peut, on fait au mieux. Et voilà, et on est ces personnes-là, on est cette personne-là, et
Et moi, j'ai envie de pouvoir aujourd'hui m'accueillir et m'aimer parce que je sais que c'est comme ça que j'irai vraiment vers l'autre profondément et c'est ça que j'ai envie de faire dans ma vie. Donc, ouais. Poser un genou à terre et faire peau neuve. Alors, est-ce qu'on peut écouter un petit morceau de peau neuve Ouais, un petit morceau. En exclusivité sur ABC Talk, qu'on a de la chance. Un café là, ouais. Alors, attends. On va se mettre confortablement. Alors. L'hiver qui arrive à son terme s'est inscrit dans mon épiderme et j'ai perdu toutes mes plumes. Voyage mes cicatrices comme une flamme dans les coulisses qui me démange et me consume. Qui pourrait me sauver, me saisir, me ressusciter, faite qu'apparaisse une main tendue. Car je ne peux me relever et voudrais t'en laver d'une caresse mon cœur à nu. Faire peau neuve, table rase du passé. Pourvu qu'il pleuve, un fleuve, des trombes d'eau et d'or sacré. Sur ma peau neuve, je veux renaître sous une pluie dorée alors. Pourvu qu'il pleuve, un fleuve, sur tout mon corps abandonné. Je fais peau neuve. Waouh! La cappella déjà c'est tellement fort, moi j'ai les poils. Alors j'imagine la sortie de l'album qui est prévue pour quand? Cet automne. Anne, comment tu reçois cette peau neuve? Moi je l'ai entendu, j'ai eu le privilège de l'entendre en avant-première. Je suis de toute façon très touchée par l'art d'Anna, je lui ai déjà dit à plusieurs reprises. Et je trouve aussi qu'elle parle vraiment, que tu parles au cœur des femmes en particulier. Et dans cet album à venir, il y a quelque chose de très alchimique au niveau du féminin, de la polarité même du féminin, même des femmes en général, mais aussi peut-être chez les hommes, cette polarité-là, qui vient toucher au cœur. Et je crois que le monde a besoin de ça, de cette voix-là, à ce moment-là aussi, dans nos histoires. Justement, la puissance de la femme, la place de la femme, prendre sa place en tant que femme, je pense que c'est des choses qui vous relient aussi. J'aimerais t'entendre, Anne, là-dessus, justement, en quoi c'est important ce rôle, tu dis maintenant, dans cette époque, ce rôle de femme. Mais je trouve que cette part du féminin combattant a été très entendue et il est absolument essentiel. Il était hérité du mouvement des années 70 et ô combien important. Et je trouve qu'il est temps aussi d'entendre maintenant un féminin qui n'est pas forcément dans une rage ou dans un combat, qui a aussi toute sa place, mais qui est dans un féminin justement d'accueil d'une forme de vulnérabilité, de voilà, je suis là en fait, je suis là avec toutes ces voix à l'intérieur de moi, à nu d'une certaine manière, et qui peut accueillir ça. Je crois que le monde n'était pas complètement prêt à entendre ces voix-là avant. Même il y a peut-être 2 ans, 3 ans, en plein tumulte des affaires qui nous ont préoccupés. Et je trouve que c'est une forme aussi de féminin apaisé qui s'exprime là maintenant. Le temps est venu aussi de ces voix-là, qui n'est pas dans un féminin sacré, peut-être un peu plus perché d'un côté, qui a aussi eu son rôle dans un féminin combattant, mais qui, je trouve, est une voix qui réconcilie les féminins et cette biodiversité des féminins qui souvent n'est pas forcément en osmose, qui est aussi sous forme de chapelle un peu éparse. Je trouve que cet album et cette voix-là, en tout cas, que je porte aussi, réconcilie, enfin que je réconcilie pas dans mon chant, hein, mais dans ma façon de vivre. Je chante pas, mais dans ta voix, dans l'album en particulier à venir d'Anna, qui réconcilie, je trouve, tout ça. Je sais pas, c'est peut-être une interprétation qui va un peu loin. Non, mais ça me parle parce que moi, je crois beaucoup en la douceur. C'est vraiment très utopique. On dit souvent que je suis un peu un bisounours. Mais même mes meilleures copines me disent que je suis un peu bisounours, mais c'est vraiment ce que je ressens profondément. On aime bien les bisounours sur ABC, hein, t'inquiète pas. Donc moi, je pense que la douceur et l'amour, c'est ce qui sauvera le monde, ce qui sauve le monde, ce qui sauve nos vies, c'est ce qui sauve tout ça, quoi. Donc je suis complètement d'accord avec ça. C'est une interprétation juste, parce que c'est comme ça que je le ressens profondément. J'ai envie de pouvoir... à mon petit niveau, essayer d'amener de l'amour et de l'amener de l'apaisement et d'amener de la douceur et de la chaleur et comme ces chansons ont pu m'en donner en fait quand je les ai écrites.
Est-ce qu'il n'y avait pas peut-être dans ce que tu dis aussi, Anne, est-ce que tu partages, Nash, c'est un renversement nécessaire avant qu'il y ait un retour aussi à l'équilibre, à quelque chose de plus doux, plus enveloppant, plus, je sais pas, plus voie du milieu, comme tu dis? Oui, c'est ça, il y a cette harmonie forcément. Pour trouver la voie du milieu, il y a des mouvements de balancier. Et l'être humain ne fait que vivre finalement ces extrêmes pour essayer de trouver cette voie un peu plus intermédiaire et qui n'est pas pour autant une voie tiède. Je ne voudrais pas, parce qu'on parle de voie du milieu, qu'on dise que finalement on est dans un ventre mou, un peu voilà, non. Je pense qu'on peut allier la puissance et la douceur, voilà. Et c'est vraiment ça l'idée. On n'est pas dans. Moi, j'aime beaucoup l'archétype de Marie-Madeleine, en ce sens qu'elle représente aussi vraiment la femme initiatrice dans toute sa pleine puissance. Et la puissance, pas dans une idée d'écraser l'autre, mais la puissance dans je suis bien à ma place, j'ai trouvé ma place, et cette place est faite de mes vulnérabilités, de mon hypersensibilité, de mes timidités, de mes colères, de mes douceurs, et finalement d'une forme de danse avec tout ça à l'intérieur de soi. Ouais. Ça te parle aussi? Complètement, complètement. Puis je pense qu'aujourd'hui, les femmes, moi j'ai l'impression, je pense qu'il y a des combats, entre guillemets, dans la vie, mais j'appellerais même pas ça des combats, je pense qu'il y a des... il faut pouvoir se respecter sa place, ses choix. Voilà, il faut pouvoir être respectueux des choix des autres et de la place des autres aussi, évidemment. Pour moi, c'est presque humaniste, quoi. C'est au-delà du féminisme, c'est humaniste, quoi. C'est la coexistence. Comment on va faire pour réussir à coexister tous ensemble et faire en sorte que chacun puisse rayonner, entre guillemets, dans sa place et avoir la plus belle existence possible, quoi, tout simplement. Donc pour moi, c'est de l'humanisme, quoi, quelque part. Donc c'est vrai que, évidemment que je suis féministe dans le sens où aujourd'hui, tant que les femmes ne seront pas socialement respectées au même titre que les hommes, je serai féministe, et puis j'espère que tout le monde sera féministe, quoi. Mais encore une fois, voilà, pour moi, c'est presque plus humaniste que féministe. Oui, parce que comme tu le dis, comme le dit Anne, c'est pas écarter les hommes, c'est le féminin dans toutes ses... Exactement. Et d'ailleurs, dans Métamorphose, tu as déployé des nouveautés, dont une émission qui est spécifiquement sur le masculin, en fait. Oui, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du féminin, du féminisme, et je trouve, comme souvent, il y a des zones un peu muettes auxquelles on ne s'adresse pas. Et je trouve que s'adresser au masculin conscient, on a eu du mal à trouver le nom de cette émission, parce que je voulais surtout pas parler de masculin sacré, moi je pense que de toute façon l'humain est sacré par essence, donc ça sert à rien de rajouter ce qualificatif, de le souligner. Comme il est conscient aussi, on pourrait dire par essence. Et en même temps, je cherchais à faire une émission où les hommes parlent aux hommes sans exclure du tout les femmes. D'ailleurs, il y a beaucoup de femmes, ce sont surtout des femmes qui écoutent aujourd'hui cette émission. Les hommes sont perdus aujourd'hui dans leur virilité, dans leur masculinité, et j'avais envie qu'ils entendent des émissions sur comment finalement se réinventer par rapport à ces changements de paradigme. Donc on aborde vraiment des sujets des nouvelles masculinités aujourd'hui. Qu'est-ce qu'être un homme aujourd'hui? Qu'est-ce qu'être un père? Quelles activités un homme peut... Voilà, comment il se sent, encore une fois, dans son hypersensibilité, dans sa vulnérabilité. Ce sont tous ces sujets-là qu'on aborde autour du masculin inconscient. Et je le regrette, pour l'instant, cette émission ne rencontre pas son public. Est-ce que parce que ce sont surtout des femmes qui écoutent et qui ensuite vont dire à leurs hommes tiens, tu devrais écouter le Bionnan, c'est encore des trucs, voilà. Ou est-ce que les hommes ne sont pas... Est-ce que le temps n'est pas encore complètement venu? Tu vois, je pense que le temps de ton album est venu, mais il y a des projets parfois qui sont un peu en avance encore sur leur temps. Comme Féminin Bio, c'est ce que tu dis tout à l'heure. C'est ce que je disais, en 2007, avant-gardiste, voilà, c'était peut-être le monde n'était pas encore prêt à entendre cette idée-là. Donc on va continuer, c'est comme dans l'édition, il y a des sujets que je porte dans le cœur et je me dis c'est pas grave, son temps n'est pas complètement venu, mais ce sujet, moi je pense qu'il est essentiel, qu'il naisse au monde de toute façon de cette manière-là. Voilà. Donc on va continuer l'émission. Je pense qu'elle a raison que c'est essentiel. Oui. Parce que moi qui suis dans une famille d'hommes qui est très sensible, qui justement accueille vraiment leur part féminine d'une manière assez belle, et ben je trouve que c'est important aussi, parce que voilà, moi j'ai ces trois gars-là, ils sont féminins. Je les ai bien en ligne de mire. Ils sont féminins, ils sont sensibles et ils sont
Et c'est des gens voilà, qui accueillent leur part féminine et qui accueillent les femmes d'une manière voilà, normale, en fait, tout simplement. Et plus il y aura des supports aussi sur le sujet, plus ça va créer. Et je pense que c'est important que les hommes prennent la parole par rapport à ça. C'est important que les hommes parlent de ça. Et moi, justement, on m'a proposé un jour de participer à une association de chanteuses, d'artistes, justement pour parler des femmes artistes dans ce milieu. Et il n'y avait pas d'hommes, aucun homme n'était convié. Je n'ai pas accepté de le faire parce que pour moi, ça n'avait aucun sens, quoi. Donc voilà, moi je pense il faut relier le dialogue et je pense qu'il y a des hommes qui seraient très très ouverts à ces hommes-là sont aussi nés dans cette société-là où il y avait ces placements-là. Donc en fait c'est juste faut rétablir les choses, faut se parler en fait, faut se parler, communiquer. Et je pense qu'il y a des gens et des hommes très intelligents qui pourront comprendre. Bien sûr. Et j'espère que voilà qu'on va retrouver une harmonie plus juste, quoi. Vous avez parlé à de nombreuses reprises dans l'émission de prendre sa place. Il y a beaucoup de personnes qui suivent nos émissions. Quel conseil un petit conseil pratique en fait, vous leur donneriez pour faire un premier pas pour prendre sa place, quelle qu'elle soit de toute façon? Qu'est-ce que vous auriez envie de partager toutes les deux? C'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais je dois dire que je ne sais toujours pas vraiment ce que ça veut dire, prendre sa place. Parce que ça veut dire quoi en fait, prendre une place? Voilà, quelle place? Moi, je trouve que ça pose cette question-là de notre mouvement créatif profond de vie. Moi, j'ai une question qui me taraude, c'est où est mon désir? Je ne sais pas si je sais véritablement répondre à cette question. Parce que mon désir, est-ce qu'il vient justement de mes blessures? Est-ce qu'il vient d'une réponse à des conditionnements, à des croyances, à une systémie familiale? Est-ce que c'est mon véritable désir? Est-ce que c'est l'élan de mon cœur? Ou est-ce que c'est finalement une construction avec laquelle je fais corps, où je crois que là est mon désir? Donc c'est vrai, quand on parle de prendre sa place, en tout cas je parle surtout finalement de prendre une place dans laquelle on peut se sentir bien à un moment donné, plutôt que la place qui serait une sorte de mission de vie, et puis qui est assez voilà. Et je crois qu'il y a plein de petites places qu'on peut prendre, des micro-places parfois. Et chaque jour ça peut changer. Voilà. Je m'émerveille de quelque chose, je me sens à ma place. Là, par exemple, à cet instant, là, j'ai l'impression qu'on se sent toutes les trois à notre place, à converser tous les trois. Donc c'est ça, plutôt, la quête de la place. Donc se poser la question déjà, en fait, peut-être de où est mon désir là, ici et maintenant, est-ce que ça répond? De discerner. Voilà, de discerner. Dans les parts, c'est ça que tu disais aussi. Le discernement est quelque chose de très important parce que on cherche encore une fois à l'extérieur des désirs infinis que l'on a, qui est vraiment ce désir de l'amour au sens avec un grand A, de l'amour inconditionnel, et qu'on va chercher dans des réponses finies, du succès, de la reconnaissance, des objets, de la matérialité, alors qu'en fait, ce qu'on cherche tout simplement, c'est vraiment cette nourriture d'amour profonde, et ça, personne ne pourra nous le donner à l'extérieur. Enfin, dans une forme de transcendance et de reliance, oui, on peut le trouver, mais dans des objets finis et dans une forme de matérialité, y compris dans le lien aux autres. Je vais chercher l'amour de l'autre qui va venir combler la part manquante, et c'est tout à fait humain de faire ça. Mais d'en avoir conscience, d'avoir vraiment ce discernement. C'est pas ça qui va nous rendre complets. Absolument. Et toi, Nash, qu'est-ce que tu donnerais comme petit... Par rapport à cette histoire de place, moi, il y a vraiment un mantra que je me dis tout le temps, qui m'anime aujourd'hui, vraiment, c'est tout ce qui me met en joie et la voix. Et ce truc-là, moi, je le suis beaucoup. Alors après, on peut dire, non, mais c'est facile de dire ça. Moi, je suis obligée de taffer 12 heures par jour, donc tout ce qui me met en joie et la voix, t'es mignonne. Mais en fait, je crois fort en ça. Parce que je pense qu'il faut faire une place. Je ne sais pas s'il faut trouver sa place, mais faire une place à ce qui nous met en joie. C'est hyper important. Et même si c'est 10 minutes dans la journée, mais en fait, ces ouvertures-là, ces connexions-là, elles nous connectent justement à cet endroit un peu magique, un peu absolu. Et on a besoin de se nourrir de ça. Et c'est en s'alimentant de cet endroit aussi qu'on est de plus en plus heureux, en fait, je crois. Et je pense que trouver sa place, il n'y a pas aussi ce truc d'absolu, de se dire, OK, il faut que je fasse des grandes choses, il faut que je révolutionne les trucs. Non, c'est très simple. Tout ce qui me met en joie, c'est la voix. Et la voix, ça peut être une super tasse de thé à un moment donné, ou d'aller marcher 2 secondes et de se laisser inspirer par quelque chose, un sourire. Moi, j'ai aussi un truc qui je trouve important, c'est se laisser traverser par la vie, regarder vraiment les gens
regarder les choses, regarder les moments. Il y a des moments précieux, il y a des cadeaux à chaque seconde, il peut y avoir des cadeaux, je trouve. Il faut juste réussir à les regarder voilà, c'est magnifique, quoi. Parfois, on croise quelqu'un c'était pas prévu, et puis même un regard ou rien, ou un moment comme ça, on se sent bien. C'est extraordinaire, quelque part. Donc vraiment regarder, essayer de regarder tout ce qui est beau, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de choses magnifiques tout le temps, en fait, je trouve. Être à sa place, ce serait vraiment se laisser saisir par le merveilleux, tu vois, quand je t'écoute. Exactement. Ouais. C'est exactement ça, je crois. En tout cas, moi, cette émission, il est clair qu'elle m'a mise en joie, qu'elle m'a connectée au merveilleux. Merci infiniment à Nash, merci infiniment à Anne Guéquière d'avoir accepté mon invitation. Et merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Andrei Bederka pour cette merveilleuse tenue très colorée. Merci à Marc pour sa confiance et à très bientôt pour un nouvel épisode de Danser sa vie.